Si. Je vais parler de quoi? Ok, donc cette année on va changer. Alors vos professeurs m'avaient dit qu'il fallait pas vous parler avec des ordres de grandeur, parce que, surtout pour les terminales, il y en a peu, puisqu'il y en a un bac bientôt. Donc j'ai choisi plutôt la science qui dérange. Qui dérange, je leur écrirai maintenant, je mettrai la science qui intrigue. Donc, voilà ce que je voudrais vous présenter. On est en petit nombre. Si vous souhaitez que je m'oriente vers d'autres choses au fur et à mesure qu'on va commencer à parler, c'est tout à fait possible. Donc, il est évident qu'il faut poser des questions, etc. Mon but, simplement, c'est de vous intriguer, c'est de vous faire découvrir des choses qui ne sont pas banales. Alors voilà ce que j'ai mis, mais c'est fluctuant, c'est possible, etc. Ah oui, il y a quand même une chose, je vous l'avais montré peut-être déjà l'année dernière, mais j'aime bien. La raison pour laquelle je suis là. Vous vous souvenez de ça l'année dernière, non? J'ai commencé comme ça, mais là j'ai modifié un petit peu. La raison sur laquelle je suis là, c'est parce que quand j'étais en Claude Court, que j'avais l'âge du CM2, que je viens, vous vous souvenez de ça, que je viens de quitter, eh bien j'étais passé devant quelque chose, je vais aller vite, qui s'appelle le Palais des Découvertes. Je ne sais pas ce que Palais voulait dire, ni découverte ce que voulait dire, je suis rentré là-dedans. C'était à Paris, c'était un dimanche, il faisait beau, je me souviens. Et il y avait des comptoirs, pour moi j'appelais ça des comptoirs. Il y avait des gens, on me disait des physiciens, mais pour moi ce sont plutôt des magiciens, parce qu'ils m'ont véritablement fait des tours de magie. Ça c'est la taille d'une assiette, et puis vous vous souvenez de ce truc-là? C'est la taille d'une assiette, etc. Et puis il y a un petit cube, et un petit parallélépipède, et puis un petit cylindre. Et puis il y a quelqu'un qui verse, donc il n'y a rien d'extraordinaire. Et puis, il y a quelqu'un qui va verser de l'eau bouillante. Donc je m'approche et il me dit, recule-toi gamin, tu vas geler. Je ne vois pas comment je pouvais geler avec de l'eau bouillante. Enfin bon. Et puis c'est après que c'est devenu pour moi extraordinaire ce qu'il était en train de me montrer. Ça ne dérange plus tellement maintenant comme science, mais ça a dérangé pendant un certain temps et moi ça m'a dérangé. Des corps qui flottent. Alors ça, c'était quand même assez extraordinaire. Évidemment, c'était des prestidigitateurs. Ça ne veut pas flotter, il y avait des ficelles, il y avait quelque chose qu'on ne voyait pas, c'était invisible, il y a bien quelque chose qui fait flotter, ça ne flotte pas tout seul, on le saurait. Si mettons une chose ici, ça restait comme ça. Il n'y avait rien du tout. Il n'y avait rien du tout. Alors, il y en a pour 30 secondes encore. Donc, voilà. Mais après, c'est devenu encore plus extraordinaire pour moi, à savoir que là, ça flotte dans tous les sens, mais là, voilà, non seulement ça flotte, mais on peut soulever des choses. Alors là, c'est encore plus mystérieux. Et puis, telle une soucoupe volante, il y a le cylindre supérieur qui lentement a atterri. Alors vous vous souvenez, j'ai déjà montré ça pendant l'année dernière, je vais vous montrer l'application que je n'avais pas montrée, puis après on va rentrer encore dans le sujet. Comment s'appelle ça? Bonne mémoire, je vous l'ai dit l'année dernière, c'est pas quelque chose qui dérange maintenant, maintenant c'est connu comme effet. Mais ça s'appelle la... Bon, je reviens à l'année prochaine. La supraconductivité. Supraconductivité. C'est pas de l'eau bouillante, c'est de l'azote liquide, moins 180 degrés. Et qu'est-ce que c'est? Bon, juste, il y a des corps spéciaux, des matériaux, on les appelle supraconducteurs. Et ils ont quoi comme propriété? Ils sont normaux à température normale, mais quand on les refroidit, eh bien, ils deviennent ce sont des supraconducteurs, et ils deviennent aimants. Donc il y a des forces magnétiques qui se repoussent. C'est ce qui fait que ça tient en lévitation. Ça s'appelle lévitation. En fait, c'est même mieux que ça. C'est pas exactement un pôle sud et un pôle sud, ou un pôle nord et un pôle nord qui se repoussent. Parce que si, comme je le mets de travers, ça devrait tomber. C'est tout un champ magnétique qui vient enrober ce truc-là. C'est-à-dire que quand on reste à l'intérieur, ça tient toujours. Les applications de ça, j'en ai trouvé une amusante depuis qu'on s'est vu l'année dernière, c'est celle-là. À l'intérieur duquel est placé des supraconducteurs qui sont refroidis avec de l'azote liquide. Vous voyez, c'est l'azote liquide, vous voyez, ça flotte. Vous allez voir, on peut monter dessus, ça peut faire une espèce de... Il est à moins de 100 degrés par rapport à la température brillante. Et donc, on a une lévitation de l'ordre de 3 cm. Et
personnes jusqu'à 120 kg peuvent être donc portées par ce surf. Alors ce surf, c'est un premier prototype. On peut imaginer que plus tard, dans les transports urbains, on pourrait développer ce type de déplacement, de mobile. Ça ne va pas être le futur du déplacement, mais c'est quand même amusant, c'est une application de la connectivité. Alors, qu'est-ce que je vais vous présenter aujourd'hui? J'ai envie de vous parler de téléportation. Téléportation. Alors, c'est de la science-fiction, mais les gens qui écrivent, les auteurs de science-fiction, ou les gens qui font des films de science-fiction, ils connaissent assez bien la physique. Et ils se mettent toujours à la limite. Donc on ne sait jamais, quand vous lisez ça et que vous n'êtes pas un spécialiste, si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Ce qui est la science, ce qu'on sait faire, ce qu'on explique, et puis le au-delà où sont allés les auteurs de science-fiction en racontant des choses qui ne sont pas réalistes. Donc je vais vous parler de téléportation. Je vais vous parler, j'aime bien, d'invisibilité. Qu'est-ce qu'il y a de vrai dans Harry Potter? Les capes d'invisibilité, etc. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai? Il y a de la physique sérieuse là-dedans. Il y a des métamatériaux, il y a de la calcite, etc. Plein de choses que je vais vous expliquer. Big Bang relativité, c'est parce qu'on m'avait dit qu'il fallait vous en parler, je l'ai un peu éliminé parce qu'on en a déjà parlé l'année dernière. Si ce n'est que, par rapport à l'année dernière, je vous ai parlé des trous noirs. Eh bien, le bestiaire s'est agrandi. Du point de vue zoologique, il y a plus que les trous noirs maintenant. Il y a quoi? Non, presque. Les trous gris. Et puis les trous blancs. Et ça serait pas très bien vu, mais enfin, je peux le faire quand même. Tout ça, c'est vraiment trou blanc. C'est facile. Alors, voilà. Le problème, c'est que quand je fais une conférence en français, je peux dire les trous noirs, c'est trou blanc, mais quand c'est dans un pays anglophone, je suis un peu coincé. Alors, parce que white hole, ça existe, mais bon, c'est une cathédrale, ça rentre pas dans le système. Bien, alors je vais parler un peu des trous, je vais vous dire ce que sont les trous gris et les trous blancs, vous allez comprendre. Maintenant, un trou noir, voilà, vous l'avez vu. Voilà les trous gris. Des univers parallèles, j'en ai parlé un petit peu, des univers parallèles, ici, et puis d'autres choses. Je vous parlais de 5e état de la matière et un petit peu d'holographie, peut-être pas de... voilà ce que j'ai en tête. Bien, on commence. Buckle your safety belts, now taking off for mysterious signs. Téléportation. Qu'est-ce que c'est que la téléportation? Eh bien, dans le temps, on remonte à plusieurs milliers d'années, peut-être 10 000 ans, 100 000 ans, c'est quand les patates ne traînaient plus par terre de l'humain, et puis après, il y a eu une progression. Il y a eu des migrations. Donc, les migrations sont faites avec des moyens différents. Là, on arrive au début du XXe siècle, et puis après, on arrive au milieu du XXe siècle. Et puis là, est-ce qu'un jour, la téléportation sera aussi un moyen de locomotion? On va en parler. La téléportation, c'est pas ça. Je vous montre ça pour présenter le sujet. Mais c'est pas ça, la téléportation. 10 minutes late. This bus is always late, man. What do you expect? Did you see that? That guy? Yeah. What are you doing? Sorry, I was thirsty. Well, this mean take my water? Who do you think you are? Well, I'm the teleporting bad guy. Teleporting bad guy. I came back from time. I got my power glove. Burning and stole it from me. Got it back. Teleporting bad guy. He's teleporting and he's so damn bad. Yeah, hey. Teleporting bad guy. Teleporting bad guy. Teleporting bad guy. Punch rails right in the face. Make him look like such a disgrace. There's another bus stop down the street. Ouais, il serait mieux de trouver un autre arrêt de bus, un peu plus loin dans la rue. Ok, donc la téléportation, c'est pas ça. Alors, qu'est-ce que c'est? Bon, je vous parle de téléportation, j'aurais voulu avoir un tableau, mais j'en ai pas, donc je vais le faire comme ça.
il faut savoir ce qu'est l'antimatière. Là, on rentre dans la science. Est-ce que certains connaissent l'antimatière, savent ce que c'est? D'abord, attendez, première question. Ça existe ou c'est uniquement dans la tête des auteurs de science-fiction? C'est théorique. C'est théorique. Ça n'existe pas, ou ça existe, mais on ne sait pas le faire encore, etc. On ne sait pas le faire, c'est théorique. Bon, malheureusement, je suis obligé de vous dire, vous avez tout faux. C'est éprouvé, non? Comment? C'est éprouvé, non? Non seulement c'est éprouvé, mais on en fait tous les jours de l'antimatière. On en fait tous les jours. Alors, il faut que je vous explique ce que c'est que l'antimatière. C'est l'opposé de la matière. Vous allez dire, mais ça ne veut rien dire. Là, je me suis amusé avec des trucs et de l'opposé. On va prendre des particules. Alors, j'ai mis à gauche la matière, celle que vous connaissez, les électrons. L'antimatière. Alors, l'électron, c'est une charge négative, moins 1,6, 10, moins 19 coulombs, c'est bien connu. L'antimatière que j'ai mis sur la droite, ça s'appelle un électron positif. L'antimatière, c'est le même type d'élément qui a la même masse, mais changé de signe. Donc, un électron, ça a une masse de 0,91 10 moins 27 grammes, 10 moins 30 kg, et c'est moins 1,6 10 moins 19 coulombs. L'opposé de l'électron, l'antimatière de l'électron, l'anti-électron, on l'appelle un électron positif, on donne le nom de positron, et ça a une charge positive de plus 1,6 10 moins 19 coulombs. On sait le fabriquer, je vais vous dire comment. Maintenant, il y a le proton. Le proton, il est positif. Il pèse 1836 fois plus lourd que l'électron. Est-ce qu'on sait faire l'antimatière? Oui, on sait faire l'antimatière de tous les éléments, de toutes les particules et corpuscules. L'antiproton. Si le proton est positif, l'antiproton a la même masse que le proton, mais une charge opposée, c'est-à-dire négative. Maintenant, si vous voulez m'embêter, vous allez me poser une question. Laquelle? On n'y a pas de charge. Ben oui, le neutron. Le neutron, il est neutre. Il n'a pas de charge. Est-ce que le neutron a une particule d'antimatière? Oui, c'est l'antineutron. Mais attendez, si le neutron n'a pas de charge, l'antineutron, comment on va le différer du neutron, puisqu'on ne peut pas lui mettre une charge opposée? Eh bien, ces particules n'ont pas que des charges, comme le neutron, mais aussi des propriétés caractéristiques quantiques. Un spin, un moment magnétique, etc. Et c'est par exemple le spin qui va être opposé, ce sont des propriétés quantiques, puisque ce ne sont plus les charges, puisqu'il n'en a pas, des propriétés quantiques qui vont être modifiées et inversées. Ok, donc on sait fabriquer, on le fait depuis déjà, c'est Chadwick qui a trouvé le premier antiproton, etc., anti-électron, je veux dire, et dans les années 1936, je crois. Donc on sait faire ça depuis 3/4 de siècle, on sait faire de l'antimatière. Comment? Généralement dans des accélérateurs. Je vous dirai quelques mots à propos d'un super accélérateur qui s'appelle comment? Accélérateur de particules. Le CERN. Oui, le CERN qui s'appelle comment? Le LHC. Le LHC, c'est quoi? Large Hadron Collider. C'est-à-dire qu'on va faire collider, c'est-à-dire taper, c'est-à-dire qu'on va faire tourner des protons à une vitesse qui est un millionième de millionième fois de la vitesse proche de la vitesse de la lumière, que le 8e ou 10e chiffre. Donc s'ils sont extrêmement relativistes, ils ont énormément de masse parce que la masse augmente avec la vitesse, selon la relativité d'Einstein, et par conséquent, on les fait tourner, et puis il y en a, on fait tourner dans un autre tube, dans l'autre sens, et à la fin, on les fait collisionner. Et le résultat de cette collision, ça va être toutes sortes de particules exotiques, dont de l'antimatière. Alors, ce LHC dont je vais vous montrer, c'est un des plus grands appareils du monde, un de ceux qui a coûté le plus cher, une grande cathédrale scientifique. Ça a la taille du périphérique de Paris, 28 km dans lequel il y a un ultra-vide, etc., etc. C'est une prouesse technologique. Ça a été mis en service il y a 4-5 ans. Il y avait forcément, pour tous les pays du monde qui collaborent à ça, quasiment. Les Américains m'ont dit non, nous on fait ça chez nous, etc. Donc ils faisaient ça dans le Nevada, ils ont fait un trou, pareil, circulaire, d'une trentaine de kilomètres. Et puis, il y a eu des restrictions budgétaires de part du budget, on leur a coupé les budgets, on leur a juste donné l'argent pour reboucher le trou. Alors après, ils sont venus voir les Européens en disant on souhaiterait participer au LHC. Moi, je trouve que on leur a dit oui, moi je trouve que c'est un tort, parce qu'ils se comportent un peu comme les maîtres dans l'affaire, alors qu'ils
participe financièrement que substantiellement, mais pas ça. Et je pense que l'Europe aurait pu, enfin l'Europe, il n'y a pas que l'Europe, c'est le Japon, la Russie, etc. On aurait pu fabriquer ça sans les Américains qui avaient pris ça de haut au début quand on leur avait demandé de collaborer. Il y a plein de prix Nobel, il y en a déjà eu un, enfin il y en a déjà eu, il y aura plein de prix Nobel qui sont liés aux travaux qui sont faits au LHC. Revenons à nos moutons. Électrons, positrons, on les fabrique. On les fabrique, après, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va, voilà quelques vues du Large Hadron Collider, vous voyez, cette espèce de périphérie, ça c'est le tube d'ultraviolet. Il y a des expériences pour analyser les résultats quand on a fait choquer les particules. Vous voyez que c'est vraiment quelque chose de gigantesque. Il y a des supraconducteurs, ce que vous avez vu tout à l'heure, pour éviter qu'il y ait des pertes, parce qu'en plus ça, il n'y a pas d'effet Joule dans la supraconductivité, donc il n'y a pas de perte, il n'y a pas de chaleur. Comme il y a de la perte, ça fait de la chaleur, quand il y a de la chaleur, il faut l'évacuer. Voilà, c'est super visible, même si ça ne rend pas énormément de... Là, vous voyez, quelqu'un, ça serait ça, par rapport à cette espèce de gigantesque de choses. Alors ça, c'est pas mal. Je vais vous faire découvrir le CERN sur un air de rampe. Pour ça, vous avez probablement jamais vu. Ça, c'est les physiciens. Toute la physique là-dedans. C'était un peu rapide, etc. Vous n'avez pas pris tout ce qui a été présenté là. Il y a véritablement toute la physique, et la physique sans erreur, présentée par des physiciens. Ça, vous avez des questions ou pas? Non? Alors, on va continuer. Ça, on a déjà vu. Fabrication d'antimatière symétrique. Alors, ça n'était pas égal. Alors, maintenant, ici, donc on a créé de la matière. On a créé de l'antimatière. Et on va mettre la matière et l'antimatière en présence. Ah! Qu'est-ce qui se passe? Rassurez-vous, je vais bien. C'est que la matière et l'antimatière ont disparu. Quand on met en présence un électron et un positron, ça disparaît en relâchant une énorme quantité d'énergie. Quelle énergie? Eh bien, sous quelle forme cette énergie? Ça, c'est très important, je ne peux pas l'écrire là, vous allez voir dans une minute. Quand je mélange, quand je mets en relation un électron avec un positron, c'est-à-dire de la matière et l'antimatière,
il n'y a plus rien, il n'y a plus de masse, il y a uniquement de l'énergie, il y a 2 photons, H nu, 2 photons, 2 grains de lumière, qui ont quelle énergie ces photons? Eh bien, comme la masse a disparu, je connais la formule de transformation de masse en énergie. C'est la seule formule, deux formules que vous connaissez. Comment est-ce qu'on transforme masse en énergie? E égale mc2. Je ne sais pas pourquoi, bizarrement, quand je pose des questions, vous connaissez l'énergie cinétique et E égale mc2. Bien, alors E égale mc2. Je prends la masse de l'électron que je multiplie par le carré de la vitesse de la lumière. Ça va faire 511 000 électronvolts. C'est une énergie, ce n'est pas des joules, c'est 1,6 10 × 19 joules, ce sont des petits joules. C'est une énergie, c'est une unité d'énergie pour le petit. Ça s'appelle des électronvolts. Là, 511 000 électronvolts. 511 kiloélectronvolts. C'est dans le bout des rayons X, on arrive à détruire les rayons gamma dans l'échelle des ondes électromagnétiques. Ce sont des photons. Donc ce sont des ondes électromagnétiques. Ça, c'est la masse de l'électron. Le positron a lui aussi disparu. Comme il a la même masse, ça va faire un autre photon de 511 kiloélectronvolts. Donc, j'ai matière plus antimatière, ça donne de l'énergie. Une quantité énorme d'énergie, 1 pound, c'est pas un demi-kilo, d'antimatière est équivalent à 19 mégatonnes de trinitrotoluène de TNT. 19 mégatonnes. Je vous rappelle que la bombe d'Hiroshima, c'était 20 kilotonnes. Là, c'est 20 mégatonnes. De kilo à méga, eh bien, il y a un facteur 1000. Une livre, la moitié d'un pack de lait d'antimatière, ça correspond à 1000 bombes d'Hiroshima au point de vue énergie. Donc c'est extrêmement important. Matière plus antimatière, ça donne de l'énergie. Cette énergie, oui. Alors, vous touchez un sujet qui me tient à cœur, puisque j'ai fait ma thèse sur la recherche de l'antimatière primordiale. Alors, de quoi s'agit-il? Il y a Dirac, qui a l'équation de Dirac, qui a expliqué, aux environs des années 1930 aussi, que quand on fabrique à partir... Alors là, ici, c'est un mélange de matière et d'antimatière qui donne de l'énergie. Ça marche en sens inverse. Cette réaction-là, quand je la fais dans le sens de la flèche bleue, ça s'appelle une réaction d'annihilation. Annihilation, c'est-à-dire que la matière s'annihile, il n'y en a plus. Maintenant, on peut faire, elle marche aussi en sens inverse. On peut avoir de l'énergie, une grande quantité d'énergie, qui va, sous certaines conditions, donner de la matière et de l'antimatière. Ça s'appelle une réaction de matérialisation. Forcément, on fait de la matière à partir d'énergie. Vous parliez du Big Bang. À juste titre, quelques secondes après le début du Big Bang, il y a une énorme quantité d'énergie qui se transforme en matière et antimatière. Je vous l'ai dit il y a quelques minutes, Dirac a dit, à chaque fois qu'on crée de la matière, on crée automatiquement, obligatoirement, autant d'antimatière par réaction de matérialisation. Donc, il y a eu toute la matière qui a été créée au début de l'univers, à partir d'énergie, et autant d'antimatière. Le problème, c'est que, quand on recherche cette antimatière, avec des détecteurs, etc., on la trouve nulle part. Où est passée l'antimatière du début de l'univers? Alors on a imaginé au centre de la galaxie, etc., etc. Alors des gens m'ont dit, disent, ah mais cette antimatière, elle a disparu avec la matière. C'est pas possible, puisque si elle avait disparu, comme il y en a autant au départ, si l'antimatière disparaît avec la matière, maintenant il n'y aurait plus de matière. Or la matière c'est ça, c'est vous, c'est moi, il y en a encore. Donc il va y avoir encore de l'antimatière. On a pensé qu'elle était au centre de la galaxie. C'est faux. Une fois, j'avais un collègue aux États-Unis qui m'avait annoncé qu'il avait trouvé une étoile d'antimatière. Je réponds à votre question, qui m'avait annoncé qu'il avait trouvé une étoile d'antimatière. J'ai organisé un congrès, je l'ai fait venir, il n'est pas venu au dernier moment parce que j'étais planté, il n'y avait pas d'étoile d'antimatière. Mais alors si on imagine des univers et des mondes faits de matière, est-ce que c'est possible d'imaginer l'inverse? Que des univers, enfin des galaxies et des planètes faites d'antimatière? Oui, absolument. Absolument. On peut imaginer qu'il y a un monde d'antimatière. Alors un monde, ça veut dire un monde. On parle d'univers, donc on va parler, je vous en dirai un mot à la fin, on va parler d'univers parallèles, par exemple, fait d'antimatière. Moi j'aurais bien aimé trouver l'antimatière au centre de la galaxie, etc. Mais j'en ai pas trouvé. Donc, j'ai pas trouvé.
Attention, on n'en a pas trouvé, on n'a pas cherché. Est-ce qu'il y avait il peut y avoir peut-être des galaxies d'antimatière. Le problème, on va voir si vous avez compris un peu ce que je l'ai raconté. Supposons qu'il y a une galaxie d'antimatière dans l'univers, il y a notre galaxie, la Voie lactée, il y a une galaxie d'antimatière. Comment on va la mettre en évidence, cette galaxie d'antimatière? Qu'est-ce qu'on va mesurer? Évident. Il est à des millions d'années-lumière, c'est pas évident. Qu'est-ce qu'on va trouver? On envoie de la matière. Comment? On envoie de la matière. On n'en voit pas. S'il y a une galaxie d'antimatière, la matière interstellaire ou la matière intergalactique, il y a bien un moment où ça sera de la matière. Et à la limite entre les deux, qu'est-ce qui va se passer? Et quelle énergie? Des photons de 511 kV, qui sont pas de la lumière, mais des ondes électromagnétiques proches des rayons gamma, on peut même dire des rayons gamma, qui se propagent sans déviation, enfin sans déviation majeure, et pour lesquels on a des détecteurs. Donc on va chercher dans l'univers s'il y a des endroits où il y a des pics des concentrations de 511 kV pour lesquels on va dire ça provient de la réaction d'annihilation matière antimatière. On va chercher partout, on va jamais rien trouver. Alors où est-ce que c'est? Je ne sais pas. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Non? Oui? Oui? Les rayons gamma qui sont émis, est-ce qu'ils peuvent être coupés quand ils rentrent en contact avec une planète ou une étoile? Est-ce que les rayons gamma continuent à se propager à travers ou est-ce que ça bloque? Non, les rayons gamma, alors ça, c'est une bonne question. C'est la propagation des ondes électromagnétiques. Rayons gamma, c'est comme la matière, c'est comme l'infrarouge, c'est comme l'ultraviolet, sont des ondes électromagnétiques, avec des fréquences différentes. Alors, les rayons X, qui sont moins que ça, qui sont 10, 20 ou 50 kelvin, c'est utilisé par les radiologues. Ils vous mettez en face, ils vous envoient un flux de rayons X, et puis qu'est-ce qui se passe? Ça passe à travers la peau, ça passe à travers les muscles, mais c'est arrêté par les os. Et derrière, il y a une plaque qui est sensible aux rayons X, et pour lequel, à l'endroit où les rayons X vont traverser votre peau pour arriver sur cette plaque, ça va scintiller, alors que si le rayon X, une partie du faisceau de rayons X tombe sur un os, il va être absorbé, et par conséquent, on va voir sur une plaque les os en partie foncée par rapport au reste qui va scintiller. Ça, c'est pour des rayons X. Donc, ils sont absorbés par la matière légère. Cette absorption, elle est bien connue, on l'a bien étudiée maintenant, c'est proportionnel au Z, c'est-à-dire au numéro atomique de l'élément. Donc plus c'est lourd, etc. C'est pour ça que les radiologues, ils ont des blocs de plomb, des tabliers de plomb, parce que de façon à ne pas prendre des giclées de rayons X sur eux, qui accumulés sera un problème. Alors maintenant, les rayons gamma. Les rayons gamma, ça traverse plus facilement certaines choses. Pas totalement, mais plus facilement. Ces rayons gamma, ils sont méchants. Ils sont, pour certains, mortels. Et on les utilise à cette fin-là. Pourquoi faire? Pour tuer les cellules cancéreuses. Quand il y a des métastases, on envoie des rayons gamma. Donc c'est ce qu'on appelle de la radiothérapie. Ils proviennent comment? Ils proviennent du cobalt. Et quand un médecin, il a 20, 30 ans, 40 ans, quand un médecin disait à un patient, lui annonçait en disant vous avez un cancer, et il embrayait tout de suite en disant on va vous passer à la bombe au cobalt. Alors à quelqu'un à qui on annonce qu'il a un cancer, et si en plus de ça on associe le mot bombe, c'était quand même psychologiquement pas tellement bien. Alors maintenant, on a trouvé un mot qui dit la même chose, mais plutôt dire bombe au cobalt, parce que le cobalt est un élément radioactif qui émettait des rayons gamma, qui émet toujours. Bon, maintenant on dit on va vous faire de la radiothérapie. Alors radio, moi il y a radio, je pense. Donc radiothérapie. Voilà pour l'absorption. Alors maintenant, pour vous dire ce qu'il en est, ces rayons gamma, il y en a des extrêmement énergétiques émis par des explosions de supernova, etc. Heureusement, alors, le Soleil en émet. Heureusement, il y a une atmosphère. S'il n'y avait pas d'atmosphère, eh bien, l'atmosphère absorbe un peu l'ultraviolet, c'est ce qui fait qu'on bronze. Si on est en altitude, il y a moins d'atmosphère, c'est ce qui fait qu'on bronze plus à la montagne, etc. C'est maintenant, quand on est au-dessus de l'atmosphère, ce qui était le cas quand il y avait le Concorde. Eh bien, les pilotes et les hôtesses du Concorde, elles volaient la moitié du temps par rapport à un vol normal, parce qu'elles étaient exposées aux rayons gamma et X énergétiques du Soleil. Donc, ça s'absorbe, et de temps en temps, le Soleil a un hoquet et émet une énorme quantité de rayons
gamma et c'est méchant, etc. Est-ce que j'ai répondu un peu à votre question? On avance quand même parce qu'il faut parler il faut parler d'implication. Alors, revenons à nos moutons. Vous avez compris comment on fabriquait des électrons. On les prend, il y en a partout, dans les atomes, et on fabrique des positrons. Une fois qu'on a fabriqué les positrons, on les met en relation et on obtient ces deux photons. C'est là où je reprends le cours de mon explication. Si cette expérience se passait dans une maternité, quoi? Une maternité, comment est-ce qu'on appellerait ces deux photons? Je répète la question, si cette expérience ne se passait pas dans un laboratoire de physique, mais dans une maternité, comment appellerait-on ces photons? Comment? Avant d'être nourrissons. Oui, ils sont nourrissons, mais ils ont encore une particularité. Ils croyaient. Voilà, des photons jumeaux. Donc là, j'ai créé une paire de photons jumeaux. Le seul problème, c'est que pour les physiciens, s'ils disaient photons jumeaux, vous comprendriez. Et si on comprenait ce que disaient les physiciens, ils perdraient leur aura. Ils ont un aura parce qu'ils parlent dans un langage, désolé, mais ils parlent dans un langage qui n'est pas le nôtre, ça fait savant. Donc ils n'ont pas dit photons jumeaux. Tout le monde comprendrait. On les appelait comment? Intriqués. Là, pour être sûr que personne ne comprenne. Donc ce n'est pas tout à fait vrai, intriqué, on sent que ça, il y a quelque chose de commun. Maintenant, les anglo-saxons, si vous cherchez dans Internet intricated, etc., vous ne trouverez pas. Ça s'appelle entangled. Encore un mot différent pour plus difficile le truc. Ok, peu importe. J'ai fabriqué deux photons jumeaux, soyons scientifiques, deux photons intriqués. Maintenant, il y a quelque chose d'assez extraordinaire là-dedans. C'est que ces photons-là, eh bien, je vais mettre c'est pas de la lumière, hein, mais c'est une onde électromagnétique. Je vais mettre une fibre optique. Je vais envoyer ce photon dans la fibre optique là-bas. Maintenant, l'autre photon, je prends une fibre optique et je vais l'envoyer là-bas. Donc ils sont séparés, ces deux photons. Ça s'est propagé à la vitesse de la lumière dans la fibre optique. Maintenant, ces photons, ils ont des propriétés quantiques. Par exemple, c'est pas très bon comme exemple, j'en ai plus d'autres. Ces photons, ils ont un spin, c'est-à-dire qu'on peut les imaginer, je répète, c'est pas très bon comme exemple, comme étant des entités qui tournent comme une toupie sur eux-mêmes. Donc quand on tourne, eh bien, on peut tourner dans un sens ou dans l'autre. Il se trouve que les photons intriqués que j'ai fabriqués ici, par interaction matière-antimatière, eh bien, ils ont le même spin, puisqu'ils sont jumeaux. Ça serait des bébés, ils auraient les yeux bleus tous les deux, etc. Là, ils ont le même spin. Bien. Ou même d'autres propriétés quantiques. Maintenant, quand le photon qui est là-bas, il y en a un qui est ici. Celui qui est ici, je vais venir l'asticoter. L'asticoter avec un laser, qui va lui changer son spin de sens. C'est-à-dire, au lieu de tourner comme ça, il va tourner comme ça. Et c'est maintenant au miracle physique qui dérange, c'est que celui qui est là-bas, qui est complètement déconnecté de celui-là, eh bien, il va changer son spin. C'est déjà assez dérangeant. Mais mieux que ça, on va maintenant déranger Einstein. Parce qu'on va dire que quand j'ai changé le spin de celui-là avec un laser par exemple, celui là-bas va changer de spin. Terminez ma phrase si vous avez un peu compris. Voilà, on peut le dire mieux. Immédiatement. Immédiatement, c'est un mot que ne peut pas supporter Einstein. Tout prend un certain temps pour propager. Ce temps lié à une vitesse de propagation qui ne peut jamais être supérieure à la vitesse de la lumière. Donc il y a une distance qui sépare, donc il faut que l'information se propage. Or, ça n'est pas le cas. Ça n'est pas le cas, on l'a mesuré. On l'a mesuré, Nicolas Gisin, qui est laboratoire de physique de Genève, il a fait une première expérience entre Genève et Lyon, et puis ensuite entre Genève et Lausanne. Il faut que ça soit un peu grand quand même, parce qu'on a des appareils de mesure de temps, on ne peut pas mesurer la picoseconde, etc. Il faut un peu de distance. Donc entre Genève et Lausanne, là il y a un peu de distance, il y a un peu de la mesure qu'on va faire en temporel, elle est bien plus précise que la vitesse de la lumière. Enfin, disons qu'on va pouvoir voir que c'est simultané. Donc ça pose un vrai problème. C'est ce qu'on appelle de la
téléportation. Alors, heureusement, ça se produit instantanément. Mais on a quand même sauvé les apparences. Sauver les apparences, c'est de dire que, finalement, il n'y a pas de propagation de l'information. Parce que ces deux photons initiaux qui sont intriqués, qui ne forment qu'un tout, eh bien, même si on les sépare, ça ne fera qu'un tout d'un point de vue quantique. Vous n'avez pas vu ça encore, mais ce qui caractérise le comportement d'une particule, c'est sa fonction d'onde. Et quand il y a deux particules, il y a deux fonctions d'onde. Chacune peut vivre sa vie comme elle le veut, sans se soucier de l'autre. Mais dans le cas de photons intriqués, même si c'est séparé, c'est un objet quantique, entre guillemets, qui n'a qu'une seule fonction d'onde. Donc automatiquement, il n'y a qu'une seule fonction d'onde qui caractérise le comportement. Donc automatiquement, si je change l'un, comme c'est la même fonction d'onde, l'autre va changer immédiatement, sans qu'il y ait propagation d'information. Je pense que vous avez très bien compris, voilà l'idée. Reading one quantum state, speed par exemple, allows to know immediately the quantum state of the second particle. Bien, ça, c'est Alain Aspect qui a trouvé, et des gens d'économie qui ont vérifié que le théorème de Bell et qui ont trouvé ce genre de choses. Excusez-moi, c'est quelle année ça? Comment? Cette vérification, c'est quand? Le théorème de Bell, c'est dans les années 65, 70. Et la vérification à Lausanne? 85. 85. Alors on a trouvé mieux encore. On a encore trouvé mieux. Je vais vous montrer, j'ai une petite vidéo qui est sympa à voir. On a encore trouvé mieux, j'ai lu ça cette semaine. Ça, c'est pour des photons, c'est le tout petit. Quand on parle du grand, quand on parle de ça, etc., évidemment, tout ça ne s'applique pas. Si ce n'est que Nicolas Gisin, toujours le même de Genève, il vient de faire, avec ses étudiants, dans une espèce de cave de l'Université de Genève, dans des conditions super scientifiques et technologiques, et dans un environnement médiocre, eh bien, c'est simplement pour vous montrer qu'il n'y a pas besoin d'avoir des chèques avec plein de zéros pour la physique, eh bien, il vient de montrer qu'on pouvait faire de la téléportation. Alors, téléportation, on va redire ce que c'est dans une minute. Mais transfert d'un transfert simultané d'informations avec quelque chose qui a la taille d'un morceau de sucre. On n'est plus à une particule, un photon, un machin qu'on ne voit pas, etc. Deux morceaux de sucre qui sont séparés et pour lequel ça a été fait ce mois-ci, enfin c'est le mois dernier. Bien, alors, entendons-nous bien. La téléportation, c'est pas il n'y a pas quelqu'un ici, on le retrouve ici comme on voyait tout à l'heure. C'est simplement de la téléportation d'informations quantiques et un peu plus maintenant de particules quantiques. Alors, alors maintenant, il y a encore une autre chose, c'est que quand je vous dis on met un photon ici, on en a un là-bas, je vais voir le photon qui est là, je vais envoyer un coup de laser, attendez, un photon ça bouge à 300 000 km par seconde, comment je peux manipuler un photon, un machin, le temps que je sorte mon laser, il a disparu le photon. Eh bien parce que Einstein avait également dit on ne peut pas isoler un photon. Faux. Serge Haroche, pareil que normal supérieur, eh bien, il a fabriqué une boîte dans laquelle il met un photon. Et elle y reste. Le photon, il reste. On va me dire, il est en repos. Mais sauf que non, il n'est pas en repos. Et comme c'est une boîte nanoscopique ou microscopique, qui est à 1 degré K et séparée par des miroirs semi-conducteurs de 3 cm, eh bien, il va faire en 0,13 secondes pour faire disons qu'il va se réfléchir, et il va se réfléchir 1 milliard de fois dans la boîte, et donc il va bouger en permanence. Ça, c'est une expérience qui était indiquée impossible par Einstein, ça a été fait. Bien, alors maintenant, il y a un petit film, maintenant vous allez tout comprendre, de Nicolas Gisin, qui va résumer tout ce que je viens de vous présenter. J'ai fini quasiment cette transition. On est ici à l'école de physique de Genève, où se réalise un des projets du pôle de photonique quantique, celui qui concerne les communications quantiques. Plus particulièrement, une chose de fascinante s'appelle la téléportation quantique, qui consiste à pouvoir faire disparaître un objet d'ici pour le faire réapparaître là, et ceci sans qu'il existe entre deux. Ça a l'air complètement magique et c'est effectivement un lieu où la science rejoint un peu la science-fiction.
Je vais tout de suite quand même préciser une chose, c'est que quand je dis que l'objet disparaît là, c'est pas que la matière disparaisse, mais c'est que toute la structure de l'objet disparaît. Et de l'autre côté, la matière est déjà là, mais elle n'a aucune structure au début, et ce n'est qu'à la fin du processus de téléportation qu'elle acquiert toute cette structure. Alors, donc, l'objet passe d'un côté à l'autre sans exister entre deux. Comment est-ce possible? Par où est-ce qu'il passe? Il ne passe pas dans notre espace habituel. Il utilise une propriété de la physique quantique qui s'appelle l'intrication. L'intrication, vous n'allez pas le rencontrer comme ça dans la rue ou dans votre chambre à coucher, ça n'existe pas dans notre monde habituel. C'est une propriété de la physique quantique. C'est une propriété que peuvent avoir deux ou plusieurs particules qui, même si elles sont séparées dans l'espace, continuent à former un seul tout. Alors, du moment que ça forme un seul tout, lorsqu'on agit d'un côté, c'est le tout qui réagit, donc aussi de l'autre côté. Et donc c'est comme ça qu'en téléportation, en agissant d'un côté, on va pouvoir avoir l'objet de l'autre côté qui réagit. Je vais juste préciser ici qu'on ne va pas pouvoir utiliser l'intrication pour directement communiquer une information, pour faire comme une sorte de téléphone instantané, parce que lorsque je vais agir d'un côté, la nature, en physique quantique, réagit de façon aléatoire, en suivant des lois de probabilité. Et ce n'est pas moi qui vais pouvoir contrôler la manière dont la nature réagit. La nature va réagir globalement, mais de façon non contrôlée. Donc il n'y a pas une information contrôlée qui passe d'un côté à l'autre. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ici à Genève au groupe de physique appliquée? On a réalisé une telle expérience de téléportation. Là, on n'a pas pu téléporter un objet au sens usuel du terme, personne ne sait faire ça. On a simplement téléporté une particule de lumière. On appelle ça un photon. Alors, pour téléporter un photon, on commence par créer deux photons intriqués. Ensuite, on les envoie à travers des fibres optiques de 2 km de long dans ce cas-là, vers deux endroits. La source, le récepteur. Une fois que l'intrication est installée, on peut enlever les fibres optiques. Maintenant, on vient avec un troisième photon dans lequel on va inscrire une structure. On fait interagir avec le photon source, que ce qui est ici. Et à la fin du processus de téléportation, cette structure est portée par le photon du côté du récepteur. Et ensuite, on vérifie, à l'aide d'un interféromètre, qu'effectivement, ce photon porte la structure exacte du photon source. Alors, la première réponse que j'aimerais donner, c'est que ça sert à la fascination du physicien et à la fascination du grand public, parce que finalement, deux objets séparés dans l'espace qui continuent à former qu'un seul tout, c'est complètement nouveau, c'est révolutionnaire, et il y aura des applications de cette physique quantique. Alors, la réponse standard, je vous la donner, mais je vais juste revenir 150 ans en arrière, au début des PFL. Il y a 150 ans, pas de caméra vidéo, mais il y avait déjà des physiciens, et ils travaillaient à l'époque, entre autres, sur l'électricité, le magnétisme. Il y avait certainement déjà des gens qui leur disaient, mais ça sert à quoi? Alors eux, ils parlaient d'électrons et de choses bizarres comme ça, et ils étaient fascinés. Ils avaient dit un jour, on va appuyer sur un bouton là, ça vous allumera une lumière là. C'est complètement magique, évidemment, comme idée. Mais la réponse standard, à quoi ça sert? Ils nous auraient répondu, là, les ancêtres du début des PFL, pour le paratonnerre. C'était ça l'application à laquelle ils pouvaient penser. Alors aujourd'hui, avec l'intrication, à quoi ça sert? Je dirais, ça sert à la cryptographie, ça sert à envoyer des messages secrets. L'idée est simple, puisque vous avez ici quelque chose qui disparaît, qui réapparaît là, mettons-y un message. Ce message, comme il n'existe nulle part entre deux, évidemment, aucun espion ne pourra y avoir accès. Donc, on a ici un système de cryptographie absolument sûr. Bien. Voilà donc résumé ce que je vous ai présenté. Est-ce que vous avez des questions à me poser? Je vais revenir pendant 30 secondes ou une minute sur la cryptographie quantique, parce que je vous l'avais expliqué, mais c'est peut-être pas compréhensible uniquement quand on ne l'a pas pré-expliqué. Est-ce que vous avez des questions à me poser sur ça? Vous avez compris? On ne transfère pas de la matière, on transfère des informations. Cryptographie quantique. Qu'est-ce que c'est que la cryptographie?
eh bien, ça fait partie de la sécurité qui est de plus en plus mise en avant. Il y a beaucoup de communication, vos communications personnelles, des communications industrielles, des communications militaires, etc. Il ne faut pas se faire prendre l'information qu'on veut transmettre, il faut la sécuriser. Donc le moyen, c'est de faire un code. Donc pour faire un code, on a une clé de codage. Je vais envoyer un texte. Ce texte, je vais dire, le A, ça sera D, le B, ça sera E, etc. Donc ça, c'est un code de codage. Évidemment, ce n'est pas des codes aussi simples que ça, mais voilà ce que c'est qu'une clé de codage. Alors comment est-ce qu'on va faire? Eh bien, il faut que j'envoie la clé de codage à quelqu'un sans que ça puisse être violé. Donc qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais mettre des photons ici et des photons intriqués chez mon voisin à qui je vais envoyer quelque chose. Donc j'envoie ces photons intriqués. Bien. Ces photons intriqués, ils font partie d'un même ensemble. On ne peut pas pénétrer cet ensemble, c'est un tout. Bien. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, avec un laser, vous avez vu ce que disait Nicolas Gisin, on ne peut pas obliger la nature quantique à prendre une valeur ou une autre. Donc je prends mon premier photon, sachant qu'il a un double photon intriqué là-bas. J'envoie un coup de laser. Son spin va rester tel qu'il est. La nature l'aura voulu comme ça, ça va pas changer de spin. Donc là-bas, le spin reste tel. Je prends le deuxième photon, j'envoie un coup de laser. Ça change le spin. Donc là-bas, aléatoirement. Donc là-bas, le spin sera changé, etc., etc. Donc j'ai ici toute une collection de photons avec des spins dans un sens et des spins dans l'autre. Des 0 et des 1. Ça, c'est ma clé de codage. Cette clé de codage, elle est là-bas. Elle est là-bas, elle est inviolable, parce que c'est un même objet quantique qui la contient. Maintenant, quand j'ai cette clé de codage, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre mon texte, et avec ces 0 et ces 1, ça va me servir pour fabriquer un texte qui sera codé avec cette clé. Une fois que j'ai ce texte codé, je l'envoie par Internet. Tout le monde peut le piquer, évidemment, mais personne ne connaît la clé. Mon collègue va recevoir ce texte codé, et il sera le seul à pouvoir le décoder, puisque c'est le seul à posséder la clé qui est inviolable, puisqu'il n'y a pas eu de transport d'information. C'est une cryptographie, comme le disait Nicolas Gisin, qui est absolument sûre, quoi qu'il arrive. Oui, au hasard. Voilà. Mais quand ce sont des photons intriqués, ils ont le même spin, dans un sens ou dans un autre. Et après, moi, je me fiche de le mettre dans un sens ou dans un autre. Je veux simplement que ce soit une répartition aléatoire, et que là-bas, ça soit la même chose. Et cette répartition aléatoire, ça sera ma clé de codage. Je ne joue pas dessus, mais ça sera ma clé de codage, et je vais coder mon texte comme ça. C'est pas moi qui dis, je voudrais que ce soit 1, 0, 0, 1, 0, 1, etc. C'est la nature qui l'aura voulu comme ça, mais là-bas, il a la clé de codage, et je code mon texte avec ça. C'est vu? Fini pour ça. On passe à autre chose. Invisibilité. Ouais. Lors de l'annihilation, quand on crée deux protons, On crée. L'annihilation. Oui. Lorsqu'on. Attendez, dans l'annihilation, on ne crée pas de protons. Non, bien sûr, on obtient de l'antimatière à la matière qu'on crée. Ok. Attendez, vous faites de l'annihilation, c'est-à-dire vous prenez de la matière pour avoir de l'énergie. Oui. Vous prenez la matière, vous prenez l'énergie. Alors moi, je l'ai fait avec des électrons-positrons. On peut évidemment le faire avec des protons, antiprotons. La masse du proton, c'est 936 M, donc c'est plus important. Oui, on peut le faire avec ça aussi. Et alors? Et ces deux photons, est-ce que quand on les stocke, comme vous l'avez dit, est-ce qu'ils sont stockés indéfiniment? Des photons. Des photons, oui. Oui. Ils sont stockés indéfiniment? Ah non. Et là, vous donnez quelque chose de majeur. Parce qu'avec tout ce que je viens de vous raconter, on fait plein de choses, dont l'ordinateur quantique, etc. Et le problème, cette espèce de, c'est un peu plus compliqué, de superposition des états, eh bien, ça ne dure pas longtemps. Ça ne dure pas longtemps, et spontanément, d'abord, pas spontanément, d'abord quand on va faire une mesure, ça va casser cette superposition, mais ça va prendre une forme ou une autre, et ça s'appelle, et même ça peut le faire spontanément, ça s'appelle de la décohérence. C'est là tout le problème de l'application de la physique quantique à des expériences pour lesquelles, ou des applications comme l'ordinateur quantique ou comme autre chose pour lesquelles on voudrait que ça soit stable et qu'on puisse mesurer pendant quand même un petit peu de temps. Mais qu'est-ce qu'il en devient de ce photon? Comment? Ce photon, pardon. Qu'est-ce qui? Ce photon, qu'est-ce qu'il en advient?
Il reste le photon, mais il perd ses propriétés d'intrication et surtout cette superposition d'états quantiques. Ah, donc il se détache en quelque sorte de son jumeau. Il se détache en quelque On sorte. peut dire ça comme ça, c'est comme ça exactement, mais on peut dire ça comme ça. Vous avez des remarques? Non, je me suis mal. Vous avez des commentaires à faire? Non? Non? Bien. Alors, on change de sujet maintenant. Invisibilité. De quoi s'agit-il? Est-ce que, alors là je repose la même question que tout à l'heure, est-ce que quand vous regardez Harry Potter, quand vous regardez ça, est-ce que vous avez des... est-ce qu'il y a du vrai là-dedans? Peut-être, j'aime pas trop. J'aime oui ou non. Oui. Comment? Alors, on va regarder. Invisible Clause, la carte d'invisibilité. C'est un thème qu'on voit dans plein de livres de science-fiction et fiction, etc. Je vais vous dire la vérité, sans vous mentir, ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. Pour ça, je vais vous parler de carte d'invisibilité, je vais vous parler de métamatériaux, de calcite et d'application. Ça, c'est une méthode d'invisibilité. Ça, c'en est une deuxième, ça, c'en est une troisième. Donc on va voir beaucoup celle-là, un peu celle-là et presque pas celle-là, et je parlerai d'application. Je vais aller un peu vite parce que j'ai autre chose à vous dire. Alors, c'est le camouflage parfait. Comment ça marche? Super astucieux. C'est un de mes copains au Japon, Katsuo Tatsi, qui a fait ça. Vous avez ici un objet. Et puis, là, il y a un miroir. Il y a quelqu'un qui est là. Quelqu'un qui est là, quand il regarde là, ce miroir, ça va réfléchir là-haut. Là-haut, il y a un autre miroir. Ça va réfléchir là. Et là, il y a un autre miroir, donc ça va aller là. Donc la personne qui est là et qui regarde dans cette direction-là, il va voir la personne qui est ici. C'est-à-dire que l'obstacle a disparu. L'obstacle est devenu invisible. Est-ce que vous avez bien compris ce truc-là? Je regarde par là, normalement si je mettais une pierre ou un mur, ça s'arrêterait, je ne verrais rien. Et quand je regarde par là, il y a quelque chose, et néanmoins je vois dans la direction ici, simplement par un jeu de miroir. C'est de l'invisibilité truquée. Alors, l'optical camouflage, c'est la même chose que les miroirs. Je vous montre tout de suite, pas la peine de faire un baratin. It was once something that belonged only to science fiction, but now Japanese researchers have created technology that's the first step towards making objects invisible. The technology comes from 2003, but its developers say the Harry Potter-like invisibility clothes Ça, c'est la physique, c'est pas du truqué. Vous avez vu, on va aller avec ce qui se passe. Voilà, Tatsuo Tachi from Keio University is now adapting its findings Il to a help l'université de pilots, Kyoto. drivers, doctors, and others. Passionné ce truc-là. Retroreflective projection technology uses a computer, a video camera, and projector to shine background images onto the front of the subject wearing specialized clothing, creating the illusion of invisibility. What makes the technology unique is a fabric made of glass beads only 50 microns wide, which can reflect light directly back at the source, much like a movie screen. Viewed from near the light source, the projection is bright even in broad daylight, and researchers say the material can be applied to almost anything. In the short term, the team sees usage in car interiors, airplanes, and helicopters. They say blind spots could be eliminated and accidents and hard landings avoided by making walls seemingly transparent. The eventual goal, though, is to create an augmented reality that allows anyone to easily see information on real-world objects. Looking to the future, instead of that, you could wear this, and it would act as a navigation system. It would also tell you who someone is if you meet them around town. In the few years since the technology's invention, the price of the material, as well as that of computing, has come down, opening the door for smaller yet more powerful applications. Whether used to increase safety or to create a whole new form of computer-human interaction, the world is likely to see, or possibly not see, more of this technology in the future. Alors lui, il est extraordinaire, je l'ai vu plusieurs fois, et il est extraordinaire, il sourit et il rit tout le temps. Et alors quand je lui pose la question, je lui dis, alors ça a marché votre expérience? Il me dit non. Je lui dis, mais vous allez la refaire? Il me dit non, on a tout cassé, etc. Donc, il a
graphisme désarmant. Bien, alors, je ne sais pas si vous avez compris comment ça marchait. Il faut que je vous explique un peu plus. Alors, vous avez compris tous? Qu'est-ce qui se passe? Il y a la cape ici, c'est une cape normale. Là, il y a quelqu'un qui regarde ici. Et regardant là, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, simplement qu'il y a une cape ici, et sur la cape, on va voir ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire qu'on va plus voir l'obstacle. Pourquoi? Parce que derrière, c'est pas ici, si vous voulez, il y a une caméra. On met une caméra qui prend ça, c'est-à-dire ce qu'il y a derrière, et qui va le reprojeter ici. Alors en fait, c'est pas exactement comme ça. Et donc, moi, je voudrais être invisible. Eh bien, j'ai derrière moi une caméra qui est associée à ma chemise, qui prend derrière la photo. Quand vous me regardez, eh bien, la caméra prend le mur ou ce qu'il y a derrière, et ma chemise est un écran sur lequel va être projetée la caméra, le vu de la caméra qui est derrière. Donc, il y a une projection exacte de ce qu'il y a derrière moi. Donc, quand vous me regardez, vous voyez ce qu'il y a derrière moi sur ma chemise, et par conséquent, je parais invisible. Voilà le invisibility cloak. Vous avez vu comment ça marche, ça? Alors, il faut simplement que ma chemise soit à la fois derrière caméra et devant écran. C'est pas projeté. Quand vous avez une caméra sur une chemise, il y a un CCD avec des pixels, et puis il y a des pixels sur ma chemise, et c'est simplement avec des fils, etc. où c'est remet. C'est pas projeté. Ça fait partie d'un ensemble. Il faut l'énergie. Comment? Oui, il faut dans ma poche un centimètre cube ou quelques dizaines de centimètres cubes de batterie, lithium-ion, etc. Il faut de l'énergie, bien sûr, puisqu'il y a une caméra. Mais ces caméras, maintenant, dans un ordinateur, etc., c'est gros comme un bouton. Donc il suffit qu'il y ait une caméra derrière moi, et il faut que ma chemise soit faite de pixels, pas trop pixelisés, avec un certain nombre de pixels pour pas que ça passe, etc., pour que ça donne l'impression de trucs comme ça. Mais tout ça, ça marche que d'un angle de vue parfait, je veux dire que d'en face. Si on se met un peu sur le côté, on verra que... Pas du tout. Mais donc là, l'image sera décalée. Je me mets comme ça, là, ici. Vous me regardez, la caméra, elle prend ce qu'il y a derrière, et elle me reprojette là-dessus, ça marche parfaitement. Comme ça. Comment? Oui, mais si on se Il y a une caméra, quoi? Si on se met à votre gauche... Ah ben évidemment, oui, il faut que ça soit dans l'axe, évidemment. Si c'est comme ça et que vous mettez là, ça marche pas, c'est toujours... Vous avez raison. Ou deux personnes. Comment? Deux points de vue. De point de vue, etc. Effectivement. Bon, mais ça trompe personne, c'est un amusement, ce truc-là. C'est tout. C'était simplement pour vous montrer le premier pas. Mais je vous ai dit que c'est optical camouflage, c'est truc, j'ai utilisé le mot truqué. C'est un peu du trucage. C'est la technologie, c'est un peu le trucage. Alors, je ne sais pas ce que c'est ça. Non, pardon. Pour les photos, j'en loupe. Je crois qu'ils s'en étaient servis dans la 15e étoile. Oui, bien sûr. Bon, ça c'est la même chose encore, c'est un autre. Bon, ça va vite, c'est pas grave. Alors le suivant, moi j'aime bien. Ah non, c'est la même chose. Ah non, c'est pas celui-là. Ça c'est assez bluffant, c'est le même principe, mais c'est assez bluffant. Parce qu'on ne voit pas la caméra, on ne voit pas les feuilles qui retournent le machin, tout ça c'est... Même principe, hein. Et puis les caméras des deux côtés, c'est pareil. Regardez ça. Ça c'est une chose, ça. Allez, vous avez vu. Les caméras, les fixes, on n'est pas postés sur. Il y en a plusieurs, il y en a devant, il y en a derrière pour commencer tout ça doit. Alors ça, je crois que je voulais moins vu tout à l'heure, celle-là. Ah non, on n'a pas vu ça. Ah oui, ça c'est Mercedes, je crois. Ouais, c'est ça. C'est la voiture de James Bond. C'est James Bond. C'est James Bond. Je pense que C'est lequel? C'est pas beau, ça. Alors là, qu'est-ce qu'on met? On met un revêtement dessus, parce que là, pareil, il faut que la voiture soit écran. Donc on met un écran, un revêtement dessus, une caméra derrière,
s'assoit naturellement. Bon, alors. Alors, les gens sont bon, ça c'est terminé. Alors maintenant, on va passer à du plus sérieux. On va parler de métamatériaux. Il y a des matériaux qui font quoi? Là, ça n'a plus rien à voir, il n'y a plus d'histoire de trucage, etc. Je vais expliquer simplement. Il y a, par exemple, ici, il y a un matériau. Vous êtes là, moi je suis là, et je mets devant un matériau. Ce matériau, ça va être un obstacle. Donc maintenant, normalement, vous ne devriez pas me croire. Or, ce matériau, qui a été découvert assez récemment, il a comme propriété de dévier la lumière. Dévier la lumière un peu comme de l'antigravitation. La lumière, votre œil ici qui me regarde moi, eh bien quand elle arrive à proximité de cette boule en métamatériaux, elle va tourner autour pour revenir ici. Donc vous voyez, vous me voyez malgré le fait qu'il y ait devant un obstacle, puisque la lumière va contourner l'obstacle. Qu'est-ce que c'est que ces mystérieux métamatériaux? Alors ça c'est assez récent, c'est même très récent. Voilà comment ça marche. Vous voyez, ici, et vous avez un métamatériau, eh bien, ça va tourner autour, et là, par exemple, vous ne devriez rien voir puisqu'il y a cet obstacle, eh bien, ça va tourner autour, ici, pour se propager, et donc d'ici, vous allez voir, dans l'alignement, bien qu'il y ait un obstacle. Alors, on fait des expériences de laboratoire très poussées là-dessus, parce qu'il y a quand même, voilà ce que c'est. Alors, ces métamatériaux, ce sont des nanomatériaux dans lesquels on met des nanoprocesseurs. Qui dit nano dit 10-9, et qui dit 10-9, ça va faire que ça va être actif uniquement avec une certaine longueur d'onde de lumière liée à cette dimension de ces métamatériaux. Ça veut dire que ça ne marche pas pour le visible, ça ne marche pas pour le moment avec le visible. Ça va marcher avec des micro-ondes, donc c'est moins intéressant, ce n'est pas des rayons lumineux qui vont être déviés. Mais, ce que je vous dis là, ça date de 2-3 ans. Et depuis, ça a bougé. Les gens dans les laboratoires en Angleterre, en Russie et aux États-Unis ont fait des expériences qui progressent. C'est-à-dire qu'on fabrique maintenant des métamatériaux avec des dimensions qui se rapprochent de la longueur d'onde du visible. Qu'est-ce qu'il en est vraiment? Eh bien, il y a un blackout total, parce qu'il y a des applications militaires immédiates. Je vais vous les montrer dans une minute. Jusqu'à présent, on sait faire des avions qui ne sont pas détectables par radar, parce qu'ils ont une forme arrondie, parce que c'est la matière molle, parce que c'est tout ce que vous voulez, et les ondes radar ne se réfléchissent pas, donc sur un écran radar, on ne voit pas l'avion. Mais, quand on va regarder par la fenêtre, on va le voir, l'avion. Sauf que, s'il est en métamatériaux, on ne le verra pas non plus. Vous avez donc maintenant un avion qui vole, qui n'est pas détectable par radar, et qui n'est pas visible visuellement. La dernière chose, maintenant, c'est des détecteurs thermiques. Il a des réacteurs, et avec des détecteurs thermiques, eh bien, il laisse des traces thermiques, de chaleur. Alors, il y a des diffuseurs, il y a des leurres, etc. Mais maintenant, quelque chose qui vole, eh bien, on arrive. Alors, ça se fait aussi en petite dimension, pas encore à la taille d'un avion, mais on progresse. Voilà comment on fait ces métamatériaux avec ces circuits. C'est des matériaux artificiels qui ont des propriétés inusuelles. Il y a aussi des choses avec des calcites, etc., c'est-à-dire des cristaux. C'est un autre système que les métamatériaux. Tout ça pour dévier anormalement la lumière, pour qu'au lieu de se propager en ligne droite, il tourne autour d'un objet pour continuer après à se propager en ligne droite et faire que cet objet deviendra invisible. Là, ce sont des matériaux avec un indice de diffraction négatif. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Ce que vous avez appris en optique, il y a deux milieux d'indices différents, N1 et N2. Si le milieu d'indice, c'est de l'eau par rapport à l'air ici, est supérieur, N2 supérieur à N1,
le rayon lumineux va se rapprocher de la normale. La normale, c'est la perpendiculaire au point d'impact ici, de séparation des deux milieux. Si les deux milieux ont le même indice, ce truc-là va évidemment se propager en ligne droite, et si l'indice de ce milieu-là est supérieur à ça, ça va se rapprocher par rapport à la normale qui serait ici. Ça, c'est du classique, c'est du conventionnel. Maintenant, il y a des matériaux qui ont des indices de réfraction négatifs. J'en prends un truc ici, ça vient là, ici. Ça ne traverse pas la normale, ça vient par là. Ce sont ces matériaux qui sont utilisés pour faire de la déviation. Alors là, ici, quelques exemples. Là, c'est de la réflexion normale, ça c'est de la diffusion, et là, ça repart dans des directions absolument inusuelles pour ce qui est de l'optique classique. Et avec ça, on va pouvoir rendre des objets invisibles à cause de cette propagation inhabituelle. Je ne vais pas rentrer en détail de la physique de ça, c'est assez bien connu, soit disons que c'est récent, mais on comprend comment ça marche. Et ça, je vous l'ai déjà montré tout à l'heure. Alors, pour terminer, je vais montrer les différents exemples. J'en connais un peu plus, mais pas beaucoup plus, pour dire la vérité. Et la cape invisible n'est pas encore existée à présent. Mais théoriquement, ça pourra exister un jour. Et l'invisibilité pourra exister un jour aussi. Un jour, ça, ce que vous voyez là, qui est simplement un dessin animé, ça deviendra possible. Un jour, ça deviendra possible. Ce n'est pas du trucage avec des projections, etc. Ça sera des choses en métamatériaux ou en calcite. C'est un dessin animé, enfin plutôt c'est la réalité virtuelle au monde. Oui, ça a été collé, c'est tout. Pour vous montrer sur quel jour la cape de visibilité sera réalisée. Alors, voilà un avion furtif, c'est-à-dire un avion indétectable par radar, et quand, en plus de ça, il sera fait en métamatériaux, voilà ce que vous verrez quand vous regarderez dans la direction de l'avion. Non détectable par radar et non visible. Comment? À l'œil nu, on entendra toujours le bruit de l'avion. Ouais. Comme vous dites, comme vous dites physiquement, à l'œil nu, on entendra toujours le bruit de l'avion. Conclude, our reporters invisibility clause coming soon. Des questions là-dessus? Pas de questions? Vous avez compris un peu comment ça marche? Un peu de trucage amusant, astucieux, etc. Et puis de la science de la technologie qui progresse, pour laquelle on arrivera à faire de la visibilité totale un jour. Donc en fait, techniquement, la lumière qui parvient à notre œil, elle a contourné l'objet. Ouais. Est-ce qu'on ne verra pas une espèce de déformation d'image? Par exemple, si quelqu'un d'invisible se trouvait en face de vous, est-ce que vous ne serez pas déformé derrière la personne? J'en ai jamais vu. J'en parle, mais j'ai jamais vu de métamatériaux fonctionner comme ça. Je ne peux pas vous dire, je sais pas. C'est quoi les problèmes? Comment? C'est quoi les problèmes? Les problèmes? Ben, je vous ai dit, c'est que d'abord on ne sait pas faire on commence par savoir faire que des petites choses, on ne peut pas faire des mètres carrés de métamatériaux, on ne sait pas faire des nanoprocesseurs grands comme la table, etc. Ça c'est une première chose. Et puis ensuite il y a des questions de gravure, et puis ensuite il faut graver à la longueur d'onde, c'est-à-dire à 0,04 et 0,8 microns, qui sont le domaine du visible, etc. Mais maintenant on a des systèmes informatiques d'autogravure, etc. Mais alors, le problème, c'est que depuis 2-3 ans que je m'intéresse à ça, il n'y a absolument plus aucune information dans le web. Ça a des applications militaires tellement importantes qu'il y a un blackout total sur toutes ces informations. Il n'y a plus rien de nouveau sur les métamatériaux dans le web depuis 2-3 ans. Qu'est-ce que vous feriez si vous avez un truc? Je pose la question à des étudiants souvent, et la réponse est souvent la même. Vous avez une cape invisible, une vraie. Quelle est votre première visite? Comment? Absolument. Généralement,
je fais une présentation à des élèves moins pervers qui me disent une banque. Une banque, on ne peut pas l'ouvrir. Non, rentrer pour les examiner. Bon, c'est terminé pour ça. Alors le Big Bang, je voulais que je vous parle du Big Bang ou on va faire autre chose? On vient dans la tête. Il y a quelque chose dont je voudrais vous parler. Il y a du nouveau dans le Big Bang, mais qui n'avait pas ça. Ça c'est On a aussi La moitié. la moitié d'accord. Quel est le problème? Non, Les enseignants responsables, nous on est venus là à titre personnel. Vous avez normalement c'est jusqu'à quelle heure? Jusqu'à 15h. Comment? 3h. Jusqu'à 3h, 3 quarts d'heure, 3 heures, 3 heures. Est-ce que le problème, il faut qu'il y ait un enseignant responsable, c'est ça? Au pire, c'est pas grave, mais c'est personnalisé. Vous n'allez pas battre le... La permanence, normalement, il n'y a pas d'enseignant. Non, mais on est aussi. Le problème est réglé, c'est bon? Ok. C'est bon. Je vous en prie. Alors, je voudrais vous parler de holographie. Vous connaissez l'holographie? Oui. Oui? Je n'en ai pas parlé l'année dernière. Mais vous en avez déjà vu, etc. Alors, je vous ai apporté de France ma grenouille holographique. Elle est là. Elle est là, je vous la montrerai tout à l'heure, mais elle est timide. Il ne faudra pas la brusquer. Mais je vous montrerai ma grenouille holographique. Qu'est-ce que c'est que l'holographie? Je vais vous montrer que c'est quelque chose de fou. L'holographie, c'est le futur. C'est le futur des écrans. C'est le futur des écrans de télévision. Alors, c'est là. D'abord, c'est une visualisation 3D. Vous êtes scientifique, je peux vous dire pourquoi ça fait de la 3D. Ça fait de la 3D parce que c'est fabriqué par 2 ou 3 rayons laser. Un rayon laser, je vais d'abord vous montrer. Et après, il faut que je vous explique. Avec les mains, j'ai du mal à comprendre comment ça marchait et j'ai surtout du mal à trouver une explication pour vous montrer avec les mains, autrement que de remplir un tableau d'équations, pour vous montrer comment l'holographie peut faire une représentation 3D avec 2 rayons, 3 rayons. Voilà comment ça se passe déjà. C'est un écran virtuel. À savoir, vous pouvez passer la main au travers, etc. Ça, c'est pas une projection sur quelque chose. C'est une projection sur rien. Ah bon? Et c'est 3D. Voilà comment ça se passe. Vous voyez, ici, il y a 3 et voilà ce qu'on voit, c'est-à-dire une sphère, la représentation terrestre, avec 3 lasers qui émettent ici et qui vont interagir. Interagir, ça veut dire quoi? Ça s'appelle comment, en physique, des ondes électromagnétiques qui sont cette fois-ci dans le rayon, qui sont des ondes cohérentes, c'est-à-dire même longueur d'onde et en phase. Ça s'appelle comment? Qu'est-ce qui se passe en physique? Il y a un mot magique pour ça. Vous envoyez 2 ondes qui vont se mélanger. Ce mélange s'appelle comment? 2 ondes cohérentes. Vous devez connaître ça. Il faut connaître ça. En première, on doit connaître ce mot. J'envoie 2 ondes qui ne sont pas n'importe comment. Elles ont même longueur d'onde et elles sont en phase. C'est ce qu'on appelle de la lumière cohérente, c'est-à-dire de la lumière laser. Les maxima sont au même endroit, ce qu'on appelle en phase. Quand j'en envoie 2 en même temps, ça va faire un doux mélange de cet endroit-là et on appelle ça des interférences. Vous n'avez jamais entendu parler de ça? Ça fait plus partie des programmes des... Ah oui, On a essayé. bah oui, bah alors... Non, mais je n'ai pas envie de vous prendre la parole. Oui, vous avez raison. Bien. Bon, on va revenir là-dessus. Alors voilà ce qu'on fait. IoT technology, 15-inch Helio display. Ça, c'est un affichage holographique. Il n'y a rien. Des lasers, là on ne voit pas les autres. Ça donne une impression 3D. Il Light background. peut y avoir un fond clair
Visual Enfin, image. je vais passer la main à travers l'image. Drawing on image. Bien, voilà alors, de l'holographie. Alors ça devait être iPhone 5. Apple l'a pas fait, il va probablement mourir, mais c'est pas ça. Il va peut-être le faire dans l'iPhone 6. iHolophone. Pas du trucage, hein, ça existe, sinon en laboratoire il y a trop de bugs. Hello? 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 Oh man, I can never hear anything out of this earpiece. Et il parle à sa femme, je jamais Come comprendre. on, I'll try to put you on the holographic screen. Je passe en mode holographie. Well, I can see now. Ça pèse sur iPhone 5. Ils savent le faire, il y avait trop de bugs, il fallait qu'ils sortent l'iPhone 5, ça sera l'iPhone 6. I'm trying to deal with this wire. Holographie. There's a lot of all kinds of Comment? C'est avec la caméra, ça là. Comment? Pour prendre plus fort, c'est avec la caméra. C'est pas une caméra, il faut faire de l'holographie, c'est-à-dire qu'il faut prendre il faut avoir trois caméras, et après projection avec les lumières, etc. Non, il n'y a pas de caméra, c'est juste que votre iPhone, vous le posez comme ça, et il y a ce qu'il faut sur l'iPhone, Bien. Alors, c'est pour ça qu'en fait, je vais vous dire la vérité. C'est pour ça que je vous ai montré ça. Est-ce que vous connaissez Hatsune Miku? Oui? J'étais sûr que vous ne connaissiez pas. Mais pourtant, Hatsune Miku, ils ont fait des concerts en projetant holographiquement Alors, sur une le minute. scène. Alors, là, je vous ai parlé d'hologrammes. Mais ces hologrammes, les Japonais sont fous de ces trucs-là. Et non seulement ils sont fous, mais ils ont créé une chanteuse complètement virtuelle, holographique, qui produit des concerts, qui est dans le top 5 des ventes de DVD, et pour lequel il n'y a rien. Vous allez voir du vent. Vous allez voir un hologramme. Et vous allez voir quoi? Vous allez hurler. On a un concert de Hatsune Miku. Ils sont pas trop lourds là, ça. Ah voilà. Non, c'est pas la suite du concert. J'avais expurgé. Je peux vous poser la question si vous pouvez vous montrer une fois. Comment? De cette façon, Oui, absolument. Ça fait une sorte de 3D encore plus Voilà comment fonctionnent les interférences. Vous voyez, il y a deux sources lumineuses et ça vient des franges d'interférence au milieu. C'est pas ça que je cherchais. D'abord,
c'est ça que je l'avais expurgé pour ne pas vous le montrer, mais finalement, je peux vous le montrer quand même. À savoir que. On peut avoir l'image. Comment? On peut avoir l'image. Non, ça, c'est enregistré. Bon, alors, vous savez qu'en France, actuellement, on parle beaucoup de mariage de même sexe, etc. Il faut être de son temps. Le mariage de même sexe, c'est quand même quelque chose qui est très obsolète. Maintenant, c'est Love with Sex with Robots, c'est un vrai livre qui a été écrit, etc. Est-ce qu'on peut avoir de l'adultère avec des robots, avec des sexes avec des robots? Moi, je vais aller plus loin, je me demande ce qui se passe quand on se love sex with holograms. Moi, je vois bien en 2020 des mariages avec des robots et en 2030 des mariages avec des hologrammes. Il faudra à ce moment-là aussi modifier la loi pour que ça puisse égaliser. Ouais. Est-ce que ça serait possible d'avoir des interactions avec cet hologramme, par exemple? D'avoir quoi? Des interactions avec cet hologramme, par exemple, appuyer sur un bouton, appuyer sur un côté, on arrête le de faire bouger quelque chose dans le bras, etc. Attendez, je n'ai pas très bien compris votre question. Moi, je vois assez bien maintenant Mythic évoluer, à savoir que dans Mythic, vous pouvez choisir le compagnon ou une compagne. Par contre, il va falloir mettre des robots et des hologrammes dans Mythic, si vous voulez. Bien, oubliez ça, c'était le parquet qui était pas fait. Il y a quelque chose de pas mal maintenant. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ça. Oui. Juste avant qu'on passe à autre chose, le constat d'actionnisme que vous avez montré, le problème c'est que ce n'est pas vraiment de. C'est vrai, vous avez raison, vous avez lu, c'est vrai, c'est vrai, tout à fait. Qu'est-ce qui fait alors que quand on se met sur le côté, on verrait un point de vue différent de la projection que si on se mettait en face? Pour des questions optiques. On peut expliquer que vous avez tout à fait raison. Je ne l'avais pas signalé pour ne pas faire surgir une nouvelle difficulté. C'est un faux hologramme. Parce que, effectivement, et je ne connais pas bien la réponse à votre question. On continue maintenant. Des choses que vous ne connaissez probablement pas. Des 3D printers. On peut faire des imprimantes 3D. C'est-à-dire que vous imprimez quelque chose à 3 dimensions. Alors, il y a, quand ce qu'on peut faire, ça se vend, des imprimantes 3D. Il y en a une ici, une là. C'est quoi comme taille? Ça prend une table, etc. Ça peut vendre quand même. Mais qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Alors, on va faire une statue en bois de 1 mètre. Une statue, on va imprimer une statue en bois de 1 mètre. Alors, ça se fait par couches successives. Et alors, c'est pas du bois, c'est la statue en bois, mais on met une espèce de poudre qui va être durcissable, etc. Et il y a différents passages, comme vous voyez ici, pour pouvoir faire les différents niveaux. On fait ça niveau par niveau. Ça prend combien de temps? Ça prend quelques heures à quelques jours. Et vous allez avoir un truc en bois de l'ordre de grandeur d'un mètre. Alors là, c'est un petit peu lassant parce que je voudrais vous montrer le final. Bon, ça arrive au bout, ça va, je voudrais voir la statue. Je ne peux pas avancer plus vite la vidéo. Arrive au bout. Voilà, ça y est. Alors, ce qui n'a pas été thermodurci tombe. Et vous allez voir, on fait mieux que ça. Ça, c'est juste imprimante 3D. En fait, encore plus. Mais c'est statue plastique. Et voilà le résultat final. Imprimante 3D.
Bien. Alors, on imprime tout en 3D. On sait faire des maisons en 3D. On sait imprimer une maison. Vous m'entendez? On sait imprimer une maison. Comment? Pièce par pièce, modulaire, avec des imprimantes 3D qui vont faire à chaque fois plusieurs mètres cubes. On peut imprimer des panneaux solaires 3D. On peut aussi imprimer des gâteaux 3D. On peut imprimer des gâteaux 3D. C'est-à-dire, mais qu'est-ce que c'est? Eh bien, la buse, plutôt que d'avoir quand vous faites de l'impression avec du jet d'encre, eh bien, ça sera du jet de crème au café ou crème au chocolat. Et vous allez faire un éclair, ou vous allez faire une religieuse, avec une imprimante 3D. Ça va exister dans les pâtisseries. La pâtisserie va devenir simplement un programme informatique, avec des puces en différentes, répondant, dispensant différents types de questions. Oui. Attendez, s'il vous plaît, écoutez la question de notre camarade. Il y a plein de films qui avaient prédit que tout ce espace où la nourriture sera juste photocopiée. Oui. Mais ça c'est quelque chose qui est un peu copy-paste, il n'y a presque rien de... Ça existe. Tout ce que je vous montre là, ça existe. Oui, mais ça enlève toute la... Comme une sculpture, les artistes que n'importe qui pourrait faire ça. Non, pas du tout n'importe qui. Ça va reporter sur l'artiste qui viendra, informaticien, pour écrire un programme 3D pour pouvoir fabriquer sa statue. C'est pas de la reproduction. C'est pas de la reproduction. On tape un programme d'art. Là, c'est la même chose. Quand vous faites par exemple des gâteaux, vous pouvez faire tout ce que vous voulez comme type de variation pour ça. Alors, autre chose, vous écoutez, quelque chose d'important, les bioprinters. On va fabriquer des organes avec une imprimante. Des organes vivants. Avec, ça s'appelle les bioprinters. Ça n'existe pas encore. On y travaille dessus. Et l'encre va être simplement des liquides biologiques, etc. On y travaille, ça. On ne fabrique pas encore un cœur. On va y venir. Et alors, on peut le faire un cœur artificiel mécanique, ça on peut le faire avec l'imprimante existante. Là, on va faire du vivant. On va introduire du vivant dans l'imprimante pour fabriquer quelque chose de vivant. La science qui dérange. On peut faire un foie. My name is Don Borgatch. In the future, we'll be able to harness nature's ability to form organs and build our own. Dr. Forgatch and his lab are pioneering a radical way of building new internal organs. They're creating the organs cell by cell, literally printing copies of the original organs nature gave us. Organ printing sounds really like the ultimate science fiction. This technology is considered the future of tissue engineering. It's based on the fact that a cluster of human cells, what Dr. Forgatch calls bioink, behaves just like a liquid. When placed next to one another, the clumps will float together and fuse, forming layers or other shapes. These are the bioink. Bon, ben dis donc qu'on travaille là-dessus. Ça, c'est pas ça que je voulais vous montrer. Avez-vous des questions à poser sur cette science qui commence à être assez dérangeante? Alors, je voudrais vous montrer quelque chose. Allez, on va faire autre chose maintenant. On va bientôt s'arrêter. Je vais vous faire après je vous montre avant le Big Bang et après ça termine. Comment? À la grenouille. Ça bien sûr que c'est à la fin. C'est pas là-dessus, hein, elle est vivante. Alors, state of matter. Il y a combien d'états? Je vais vous parler des états de la matière. Il y a combien d'états de la matière? Liquide, solide, gazeux. Parfait. Votre camarade date, au point de vue compétence, de 2000 ans. Plus que 2000 ans.
Les Grecs imaginaient déjà qu'il y avait 4 états de la matière. 4 états de la matière, qui étaient la terre, qui était l'état solide, il y avait l'éther, qui était l'état gazeux, il y avait l'eau, qui était l'état liquide, et ils avaient un 4e état, qu'ils appelaient comment? Le feu, et qu'on appelle maintenant? Non. 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 Plasma? Oui. Les plasmas. Qu'est-ce que c'est qu'un plasma? C'est un gaz ionisé. 4 états de la matière. C'est fini, il y en a 4. C'est fini, il y en a 4. Donc je vous les rappelle ici, et puis on passe à autre chose. La pierre, l'état solide, le liquide, l'état gazeux et les plasmas. Alors ici, je peux quand même vous expliquer un petit peu comment ça marche. Là, c'est un thermomètre. Ça, c'est la basse température. Il y a l'état solide. Il y a des atomes qui sont liés par des liaisons. Comme c'est froid, ces liaisons sont rigides. Et ces liaisons étant rigides, on ne peut pas jouer dessus. Quand je mets une pierre dans un bocal, on va avoir la pierre au fond du bocal, il ne va rien se passer d'autre. Maintenant, j'augmente la température. Quand j'augmente la température, mon même matériau, ma même molécule, cette association d'atomes, quand j'augmente la température, augmenter la température, c'est apporter de l'énergie. Cette énergie va servir à quoi? À rendre les liaisons entre les atomes souples. Ça ne va pas casser, ça rend les liaisons souples. Ça, c'est l'état liquide. C'est ce qui fait que quand je mets un liquide dans un récipient, eh bien, ça ne va pas rester comme une pierre, ça va remplir le fond, ça va prendre la forme du récipient. Pourquoi? Parce que les liaisons sont souples, les liaisons atomiques. Pourquoi souples? Parce que j'ai apporté de l'énergie. Je chauffe encore plus. Qu'est-ce qui se passe? Cette fois-ci, l'énergie que j'apporte va servir à casser les liaisons. Et j'ai des atomes, avec leur cortège électronique, les noyaux et leur cortège électronique, qui vont être les uns à côté des autres. Donc il n'y a plus de liaison. C'est un gaz. Ça se caractérise par quoi? Quand je mets ça dans un bocal, dans un récipient, eh bien ça va prendre tout le volume. Mais si tout le volume, c'est plein. Non, je peux en rajouter encore, ça va augmenter la densité. Et ça va prendre tout le volume. Ça, il n'y a plus de liaison. Et maintenant, le 4e état, eh bien, je chauffe encore plus. Cette température supplémentaire va apporter de l'énergie pour casser la liaison entre l'électron et son noyau. Donc les électrons vont aller vivre leur vie de leur côté, et les noyaux de leur côté. Donc on a un doux mélange d'électrons et de noyaux, ce qu'on appelle un plasma. Ok, 4 états de la matière. Maintenant, j'ai envie d'avoir un prix Nobel et je voudrais trouver un 5e état de la matière. Ce 5e état de la matière, je voudrais que vous me disiez, à votre avis, où je dois le chercher. Probablement pas au milieu, soit très bas, soit très haut. Très bas. Très bas, très haut, au milieu. Alors très haut, il faut savoir que dans le Soleil, il y a déjà 10 millions de degrés pour synthétiser de l'hydrogène pour faire de l'hélium. Et dans d'autres étoiles plus avancées, il y a plusieurs centaines de millions de degrés pour synthétiser des éléments plus lourds. Là, je suis à plusieurs centaines de milliers de degrés, de millions de degrés, millions de degrés. Je veux bien monter plus haut, mais c'est là que je dois chercher. Dans le zéro absolu. Comment? Dans le zéro absolu. Pas zéro absolu, non, mais dans plus bas. Alors, je vais aller voir plus bas. Ok. C'est je me donne ça comme but, je vais refroidir de la matière. Ok. Je vais refroidir de la matière. Bien. Quelle matière? Des atomes de gaz. Bon. Je prends des atomes de gaz, je les mets dans un tube à essai et je vais commencer à refroidir. J'ai un copain qui me dit, tu sais, tu pourras toujours refroidir. Tes atomes, ils sont dans un tube à essai. Ce tube à essai, c'est une espèce de passoire thermique. Et au fur et à mesure que tu refroidis, il y a des calories qui vont rentrer. Tu ne pourras jamais descendre très bas. Là, je ne veux descendre pas. Il faut quand même que je sois bas. Une sorte de quelques centaines de nanokelvin. Nano, c'est 10-9. Donc 1000 nanos, ça va être 10-6. Ça va être un microkelvin. Je vais être plus bas que le microkelvin. Là, on me dit que tu n'y arriveras pas. Ah bon, j'y arriverai pas, et comment est-ce qu'il faut que je fasse? Eh bien, il faudrait que ton gaz, il soit dans rien. Vous suivez? Vous suivez? Il faudrait que ton gaz, il soit dans rien. Est-ce que quelqu'un a une idée de me donner une indication comment je pourrais mettre du gaz dans rien? Comment? Attendez, je interrogerai la différence dans quelques minutes.
Comment est-ce que je peux mettre du gaz dans rien? Mais déjà, on va avoir rien. Comment? J'achète du rien et je mets du gaz dedans. Alors le rien, ne me dites pas que c'est du vide. Parce que le vide, si je mets du gaz dans le vide, ça ne sera plus du vide. Alors, oui. Oui, ça c'est bien. Comment ça s'appelle ce truc-là? On l'a vu, c'était pas 5 minutes, je vous montrais déjà ça. De là. Oui, mais qu'est-ce que je vous montrais comme application? De là. Lévitation. Il faut que je mette mon gaz en lévitation, avec des bobines magnétiques. Ok, je fais ça. Donc j'ai des bobines magnétiques comme ça, et je mets mon gaz au milieu. Bien. Ce gaz est en lévitation. Maintenant, il faut que je le refroidisse. Alors, comment? Oui. Avec de l'azote, non. 80 degrés K. Moi, je vais à des microkelvins. Je refroidisse beaucoup, je peux commencer à refroidir un peu avec l'azote liquide, mais c'est rien ça. Maintenant, je ne peux pas écrire au tableau. Il y a une relation que j'aimerais bien écrire qui est assez peu connue. Cette relation, elle s'écrit 1/2 de mV2, vous connaissez, c'est l'énergie cinétique, égale 3/2 de kT. K, c'est la constante de Boltzmann, mais ici, il y a la température. Ça veut dire que ici, j'ai V2, et ici, j'ai la température. Ça veut dire que la température d'un gaz est liée à la vitesse d'agitation d'un gaz. Si j'ai une grande vitesse, j'aurai une grande température. Je veux refroidir mon gaz. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut ralentir l'agitation thermique des atomes. Ok. Ces atomes, ils sont là, ils sont en lévitation. Je veux ralentir leur vitesse. Il y a un atome qui vient vers vous. Qu'est-ce que vous allez faire pour ralentir votre vitesse? Le repousser. Comment? Oui, le repousser, c'est parfait. Comment? Avec je vais tirer. Tirer avec quoi? Non, pas un autre. Un mot de passe, si on vous pose la question l'année prochaine, au bac, n'importe quoi, une fois sur deux, vous pourrez dire ça, ça marche. Laser. Donc je tire avec un laser. Donc il y a un atome qui vient vers vous, vous tirez avec un laser. Il ne faut pas tirer trop fort, parce qu'il va partir dans l'autre sens encore plus vite. Donc vous ajustez votre laser pour le calmer. Mais il n'y en a pas uniquement qui viennent vers vous, il y en a qui viennent vers moi. Je tire aussi, à droite, à gauche, dessus, dessus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je mets 6 lasers que j'ajuste pour calmer tous ces atomes. Ils sont déjà en lévitation avec une bobine magnétique et je mets 6 lasers. Ça fait quoi? Ben, ça fait ça. Voilà mes bobines magnétiques, voilà mes atomes de gaz en bleu foncé. 1 laser, 2 lasers, 3, 4, 5, 6. Voilà mes 6 lasers. Là, je descends au micro-Kelvin. C'est très bien, mais ce n'est pas encore assez. Je veux descendre plus bas. Comment est-ce que je vais descendre plus bas que le micro-Kelvin? Alors là, je vais utiliser un truc qui s'appelle le coquetier magnétique. Coquetier, c'est moi qui vous donne ce nom-là. Vous imaginez un coquetier. Vous avez des atomes de gaz dedans. Ce coquetier, il a une forme. C'est magnétique. En fait, c'est simplement un champ magnétique qui a la forme d'une espèce de paraboloïde, un peu comme ça. Bien. Donc là-dedans, il y a des atomes qui, certains vont encore un peu vite, et d'autres moins vite. Il faut que j'élimine, que j'épure ceux qui vont vite. Ça va me faire descendre la température. Eh bien, ceux qui vont vite, qui ont un vecteur vitesse comme ça, si mon coquetier est comme ça, ceux qui ont là, ils vont tomber d'eux-mêmes. Ils vont s'éliminer d'eux-mêmes. Évidemment, si c'est vertical, ils vont tomber dedans. Alors que ceux qui ont un petit vecteur vitesse vont rester. Donc ce système-là va épurer les atomes qui ont le plus grand vecteur vitesse. Et après, je vais, en tournant mon bouton, baisser le champ magnétique. Le coquetier aura une forme moins haute. Et ceux qui tout à l'heure n'étaient pas épurés vont s'épurer. Et à la fin, en bas, j'aurai que ceux qui ont un très petit vecteur vitesse. Et voilà, ici, évaporation des atomes. Et à la fin, je n'ai plus que des atomes au fond de ça. Donc, j'ai baissé la vitesse et donc température de mon mélange. Ça dépend de la température, liée par la relation que j'ai écrite ici, 1,5 de mV2 égale 3 pi KT, K étant la constante de Boltzmann. Bien, j'évapore des atomes. Et finalement, ça a été envisagé par Bose et Einstein, qui étaient, là, ils ont l'air d'avoir le même âge, ils ont 30 ans d'écart. Bose, Sanandra Bose est physicien indien, et ils ont surtout correspondu, ils se sont rencontrés. Là, je suis à 100 nanokelvin, 80 nanokelvin, 60 nanokelvin, 20 nanokelvin. J'ai fabriqué quelque chose qu'on appelle le Beck Bose-Einstein condensé, un 5e état de la matière, le condensat de Bose-Einstein. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là?
Je sais que c'est des atomes qui ont été super refroidis. Pour que ce soit intéressant, il faut savoir un peu à quoi ça sert, ce machin-là. Voilà, là ici, il n'est pas encore assez froid. Là, il est froid. Je peux faire ça pendant... je peux avoir ce truc-là pendant plusieurs secondes. Plusieurs secondes pour un physicien, c'est l'idéal. C'est le ciel. Pourquoi? Parce qu'on peut faire plein de mesures pendant plusieurs secondes. Millisecondes, on sait encore faire des mesures. Microsecondes, ça commence à devenir délicat. Donc voilà ce condensat de Bose-Einstein. Les atomes se comportent comme un super atome et peuvent assimiler à une onde cohérente avec, mot magique, une seule fonction d'onde. Quand est-ce qu'on a vu une seule fonction d'onde? Pour mes photons qui étaient séparés, etc. Là, c'est le même type d'explication. Condensat de Bose-Einstein. Vous allez me dire, c'est bien gentil votre truc. Ça ressemble à quoi? Ça ressemble à des caramels, une boîte de caramel que vous auriez laissé sur la plage arrière de votre voiture en Thaïlande. C'est-à-dire qu'on appelle ça de la mélasse optique. Quelles sont les propriétés de ça? Je termine dans quelques minutes. Quelles sont les propriétés de ce truc-là? Eh bien, vous savez que la vitesse de la lumière, c'est C sur N. En fait, on dit la vitesse de la lumière, c'est 300 000 km par seconde. C'est pas 300 000, c'est 299 000, etc. Et deuxièmement, c'est dans le vide. Si c'est dans un indice N, et qu'on appelle l'indice optique, ça va être C sur N. L'air, l'air c'est 1. Donc C sur 1, ça fait 300 000 km par seconde. Le verre, 1,5, ça fait plus que 200 000. Le diamant, c'est le matériau qui a le plus fort indice optique. C'est 2. Donc 300 000 divisé par 2, ça fait 150 000 km par seconde. C'est la vitesse de propagation dans le diamant. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que j'en ai à faire de truc? Condensat de Bose-Einstein, quand il est loupé, pas encore bien fait, son indice optique c'est 10. Quand il commence à être un peu plus consistant, c'est 100. On arrive facilement à faire de 1000, 10 000, 100 000. Si j'ai un indice optique du condensat de Bose-Einstein qui fait 100 000, la vitesse de la lumière est de 300 000 km par seconde, dans le vide. Dans le condensat de Bose-Einstein, ça sera combien? 300 000 divisé par 100 000, 3 km par seconde. Je peux baisser encore, en baissant, enfin je peux augmenter encore l'indice optique en bricolant les lasers et mon champ magnétique. Quasiment infini. Mais alors attendez, si on a un indice optique infini, on va quoi faire dans le condensat de Bose-Einstein? Bloquer de la lumière. Bloquer de la lumière. Et maintenant, cette lumière qu'on a bloquée dans un condensat de Bose-Einstein, la lumière c'est une onde électromagnétique. Allez-y, vous ne pouvez pas me dire que vous pensez que vous êtes intelligent. Non. Cette lumière, c'est une onde électromagnétique. Je peux augmenter cette lumière avant de la mettre dans le condensat de Bose-Einstein. Je peux faire une grande amplitude et une petite amplitude, modulation d'amplitude, ou je peux faire des choses comme ça et comme ça. Modulation de fréquence, ou modulation de phase, ou ce que vous voulez. Finalement, c'est quoi moduler la lumière? Moduler de la lumière, c'est... Moduler de la lumière, c'est mettre dedans de l'information. Quand vous recevez la modulation de fréquence et la modulation de phase sur votre récepteur, télévision ou radio, c'est de l'information. Là, moduler de la lumière, c'est de l'information. Je mets, s'il vous plaît, je mets dans un condensat de Bose-Einstein qui a un indice optique quasiment infini, j'envoie de la lumière qui s'arrête. Cette lumière, elle contient de l'information. J'ai fabriqué quoi? De l'information que je bloque dans un endroit. Ça s'appelle comment? Non, ça se donne quand on achète un pack de lait. On vous en donne de 10 mégas. C'est une sorte de disque dur. Un disque dur, c'est oui, c'est de la mémoire. C'est une clé USB, c'est de la mémoire. C'est de la mémoire. Donc on a bloqué. On a fabriqué, avec un condensat de Bose-Einstein dans lequel on a mis de l'information, on a fabriqué une mémoire. Des mémoires qui contiendraient combien? Alors c'est là où il faut écouter. C'est la mémoire qui, dans la taille d'un caramel, va contenir tout ce qui est écrit, enregistré, vidéo sur la Terre. Tout ce qui est écrit, la quantité de stockage est infinie. Infinie. Sur un truc qui aura la taille d'un caramel. Vous allez dire, c'est gentil votre truc, c'est la télévision, ça n'existe pas, etc. Alors, et puis d'abord, on ne peut pas arrêter la lumière, ça se saurait si on pouvait arrêter la lumière. Si, je vous donne la parole dans 10 minutes. Leno, une Autrichienne, a arrêté la lumière dans les années 95. Alors d'abord, le condensat de Bose-Einstein, j'ai eu à l'école normale supérieure un prof qui s'appelle Claude Cohen-Tanucci. Il m'a enseigné la physique quantique et il m'a subjugué.
Et puis j'ai dit à mes étudiants, après, j'ai enseigné à physique quantique un peu, et après je leur ai dit, dans les années 85, 86, 87, 88, etc., Claude Candialeggi va avoir un prix Nobel de physique. Et en septembre 94, je leur ai dit, il est maintenant vieux, il va plus souvent à son laboratoire, etc. Claude Candialeggi, c'est une injustice de la science, il n'aura pas le prix Nobel de physique. En novembre 94, on a des lauréats Nobel, et en février 95, il reçoit le prix Nobel de physique, Claude Cohen-Candialeggi. Il venait d'un laboratoire qui n'était pas n'importe lequel, parce que ce laboratoire était dirigé initialement par Kastler de Bruxelles. Kastler, c'était un des profs, et qui a eu un prix Nobel de physique. Et après, il y a eu Kastler, il y en a eu un troisième. Bien, donc qu'est-ce qu'on fait? Donc on arrête la lumière. Oui, on sait le faire. Et on peut bloquer l'information dedans. Moyen de le bec, moyen de piéger, libérer de la lumière. Comment on libère de la lumière? Ben, on tourne les lasers pour laisser repartir le truc, on met un démodulateur. Actuellement, quand j'ai écrit ça, il y avait la moitié de la lumière de son information qui était récupérable. Maintenant, on met quasiment la totalité de la lumière qui est récupérable. Quasiment la totalité. Alors, il faut quoi pour ça? Ben, il faut avoir un système, vous avez vu, qui est comme ça, qui fait 1 mètre carré ou 1 mètre cube. C'est pas un truc qu'on va mettre dans un ordinateur ou dans un iPhone. Si ce n'est que j'ai vu qu'on pouvait avoir des becs, je ne sais pas comment ça marche du tout. Et condensat de Bose-Einstein, on en avait, j'ai vu ça l'année dernière, on avait ça sur la taille d'une puce électronique. Cette espèce de truc-là, il semblerait que ce soit maintenant sur la taille d'une puce électronique. Alors comment elle s'est refroidie? Est-ce que c'est refroidi des températures comme ça, etc. Je n'en sais rien. Mais voilà, pour les mémoires, eh bien, et ça c'est... bon là maintenant on en est au Blu-ray et autres SSD. En 2015 on aura des holographiques versatile D, c'est-à-dire les mémoires holographiques, parce que je ne l'ai pas dit, ça sert pour des écrans, ça c'est pour les mémoires. On aura des MRAM et du stockage millipède avec des trous en 2015 et en 2025, peut-être, je mets enfin l'interrogation, et Bose-Einstein condensé. Non, ça capte un peu de lumière, comme par exemple un appareil photo, les CCD d'un appareil photo captent de la lumière, l'appareil photo bien. Oui, je vais vous montrer, je l'ai déjà montré hier, je ne vais pas parler de trou noir, mais je vais terminer, je l'ai déjà montré hier aux camarades, donc le passeur connaissent déjà, mais j'ai envie de terminer par un petit joke, et après je monte à vous. Là, oui, vous allez là. Et ça c'est pas mal aussi, je pense. Et je l'ai déjà montré, enfin, montré aux camarades. Vous connaissez? Bon, tout le monde connaît? J'aime bien ça, c'est dans mon esprit. C'est pas la meilleure définition des trous noirs.
merci, on a passé en revue. Voilà, j'ai pas mis. Si j'ai mis mon mail ici, si vous voulez m'envoyer un mail en disant j'ai vu ça, qu'est-ce que vous en pensez, etc. Je vous répondrai.